Cette fois-ci, j'ai bien peur que tu ne puisses plus rattraper ton retard. J'ai 3 coups d'avance sur toi. Ne me sous-estime pas, Rupert. Ton petit champion n'ira pas bien loin à ce rythme. Tu crois que ton arrogance va te mener quelque part? Au moment où tu t'y attendras le moins, je vais reprendre l'avantage. Mon cher Tropper, le monde est fait ainsi. Il y a des gens qui gagnent et des gens qui... Yes! Oh! Et Udada. Aujourd'hui dans Licence Artistique, on va donc parler des jeux. Merci pour vos suggestions. Et la première étape, ça va être de définir ce qu'est un jeu. Un jeu de mots? Non. Un jeu de société? Oui, mais pas que. Un jeu dit? Absolument pas. Un jeu d'orange. Un jeu vais te taper. Bon, le jeu c'est un de ces concepts assez particuliers où tout le monde sait ce que c'est, mais personne n'arrive vraiment à le définir. Et ça c'est parce qu'il possède un nombre gigantesque de sens. Le jeu d'acteur, le jeu de mots, le jeu de dames, tout ça utilise le même terme, mais pas du tout pour la même chose. En fait, la question de ce qu'est un jeu a fait couler beaucoup d'encre, et on peut la considérer comme quasiment philosophique. Est-ce qu'un sport est un jeu? Oui, d'une certaine façon. Est-ce que les jeux sont des sports? Ça dépend des jeux. Est-ce que les jeux sont des jeux? Tu vas trop loin. Est-ce que je suis un jeu? Si des dizaines de penseurs au fil de l'histoire n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une définition commune qui englobe tous les sens du mot jeu, on va devoir se contenter d'une définition limitée. On va choisir de quel type de jeu on parle. Les jeux dont on va parler aujourd'hui correspondront donc à une définition particulière qui va nous servir en narration. On va pas parler de petits jeux amusants et sans conséquences, et pourtant dans la vraie vie, les jeux c'est souvent ça. Nous on va se concentrer sur les jeux qui permettent de créer de la tension dramatique. Ils vont donc devoir correspondre à cette définition. Une compétition entre deux participants ou plus, dont l'issue est incertaine, régie par des règles établies avec un objectif défini. On va donc plutôt être du côté des jeux de société et des sports et pas trop de la dinette. Oh. Dans cette émission, en règle générale, je consacre la première partie à la réalité du sujet traité, mais je pense qu'au-delà de cette définition, j'ai rien à vous apprendre sur les jeux. Tout le monde sait ce qu'est un jeu et comment il fonctionne en règle générale. Les clichés qu'on va aborder ont assez peu à voir avec la comparaison entre la réalité et la fiction. On va donc se contenter de cette définition et se concentrer sur comment les jeux de ce type sont intégrés en fiction. Comment les intégrer dans une histoire et ce qu'il faut éviter si possible. Si vous voulez intégrer un jeu dans une histoire, il va vous falloir un certain nombre de points clés. Des informations essentielles pour l'audience, sans quoi ils ne pourront pas suivre ce que vous leur racontez. Écrire un jeu sans en présenter les enjeux et les règles à l'audience, c'est rigolo pour un sketch dans Kaamelott, mais niveau tension dramatique, c'est pas ouf. Il faut que le public comprenne un minimum ce qui se passe. Mais en tant qu'auteur, vous devrez connaître l'intégralité des règles du jeu que vous présentez, surtout s'il existe déjà dans la réalité. Sinon, vous risquez de passer pour une meule. Je pensais pas que tu jouais si bien au poker. J'ai appris en Russie pendant mes années de goulag. Pioche. Ah ouais. Eh ben je te présente une quinte flush royale. Uno! Quoi? T'aurais pas dû faire tapis. As de pique. Mon dieu, c'est un maître du poker. Mais même si vous inventez un jeu pour votre histoire, je vous conseille de noter les règles quelque part. C'est toujours mieux de savoir comment un jeu se joue avant de vouloir en raconter une partie. La quantité d'informations que vous allez donner à l'audience dépendra grandement du jeu et de sa reconnaissance par le public. Un jeu très populaire peut n'avoir besoin d'aucune présentation. Si vous écrivez un match de foot par exemple, la majorité des gens, en Europe en tout cas, sauront vite fait comment ça fonctionne et quels sont les objectifs. Même si on parle de baseball, nettement moins populaire chez nous, on n'a pas besoin d'en connaître les règles tant qu'on a une idée globale de ce qui peut mener à la victoire. Faut taper la balle avec le bâton. Tout ce que je sais. Du coup, si dans un film le protagoniste tape la balle, je suis content. Parfois, les règles sont des choses que l'auteur doit savoir, mais dont le public peut se passer. D'autres fois, il faut que le public ait un minimum d'informations. La première chose à faire, c'est donc de résumer les informations essentielles dont le public a besoin et de faire un pitch court. On va jouer au jeu du 6. Le jeu du 6. Le premier qui fait un 6 gagne. Ok. Le pitch permet d'établir rapidement comment un jeu va être joué et comment il va être gagné. Un pitch doit être concis. Ça peut paraître évident, mais parfois on a tendance à vouloir trop expliquer. Ce qui a des chances de perdre votre audience plus qu'autre chose. On va jouer au jeu du 6. Le jeu du 6. Ceci est un dé. Ok. C'est un cube, généralement en bois ou en plastique, mais parfois en ivoire. Ok. Chacune de ces faces contient un certain nombre de points qui représentent une valeur numérique comprise entre 1 et 6. Ok. La somme des valeurs numériques sur les faces opposées est toujours égale à 7. Le 1 est en face du 6, le 5 du 2, le 3 du 4. Ok. Lorsqu'on applique des forces sur ce dé, il roule de façon imprévisible et permet d'obtenir un résultat aléatoire sur l'une de ses faces. Ok. On observe le nombre de points sur la face qui se retrouve en haut et la valeur numérique qui est associée correspond au score du lancer. Ok. En latin, dé se disait aléa, c'est de là que vient le mot aléatoire. Ok. Le premier qui obtient un score de 6 sur un lancer a gagné la partie. Non, là tu m'as perdu. Tu veux que je réexplique depuis le début? Ok. On va jouer au jeu du 6. Le jeu du 6.
Alors comment faire un pitch concis pour éviter une situation lourde de ce type? Il va falloir définir 3 points primordiaux. Le but du jeu, le déroulement de la partie et le résultat. Le but du jeu, c'est ce que les joueurs cherchent à accomplir pour gagner. Ça peut être un score, une combinaison de cartes, un résultat de dés, c'est ce que le public doit attendre en se disant « si jamais ça arrive, la partie est gagnée ». Dans le cas de notre exemple, si le dé tombe sur 6, la partie est terminée et le joueur qui a lancé le dé a gagné. Le but du jeu doit être présenté avant que le jeu ne commence. Sans ça, les enjeux seront inconnus et il n'y aura aucun moyen de construire de la tension. Retenez bien ça, l'un des mécanismes principaux de la tension, c'est l'attente. Ensuite, le déroulement de la partie, c'est ce qui va se passer pour atteindre le but du jeu. L'ordre dans lequel les joueurs jouent, les différentes phases, les tours de jeu, ce qui est attendu des joueurs, etc. Il n'a pas besoin d'être détaillé avant que la partie ne commence. Dans le pitch en général, on se contente d'écrire le déroulement du début de la partie et ensuite on ira plus en détail au fil du jeu. Toutes les personnes ayant déjà joué à un jeu de société connaissent très bien le fameux « on va faire une partie puis on verra en jouant ». Ah oui, la fameuse technique pour ignorer la moitié des règles et devoir recommencer 3 fois la partie. Et bien en fiction, c'est plutôt pratique parce que ça permet de diluer l'information et de réserver de l'attention. Ça rend la découverte du jeu plus digeste. Ok, alors qui commence? Choisis une main. Perdu, je commence. Finalement, le résultat, c'est ce qui se passe une fois que la partie est terminée. Qu'est-ce qui va être perdu ou gagné, qu'est-ce qui motive les joueurs à participer, c'est ce qui permet de justifier la tension dramatique. Si en règle générale un jeu se caractérise par l'absence de conséquences sur la vie réelle, en fiction on préfère établir un coût ou un gain potentiel. Alors on peut aller à fond direct avec un bon gros si tu perds tu meurs, mais n'importe quelle conséquence, à partir du moment où elles sont importantes pour les personnages, sont valides. Attends, qu'est-ce qui se passe si je gagne? Je mettrai un bâillon jusqu'à la fin de l'épisode. Intéressant. Et si je perds? Tu devras honorer le rituel ancestral du seppuku et te suicider. Ok. Une fois ces 3 points de base établis, on peut commencer la partie. Et vous allez me dire, mais on n'a pas encore parlé des règles, des pénalités, des situations particulières? Et encore une fois, mieux vaut appliquer la philosophie du « on verra en jouant ». Je pense qu'on peut avoir autant de règles qu'on veut, ça ne sert à rien de les connaître si elles ne vont pas servir dans notre histoire. Si tu écris un match de foot et qu'il n'y a pas de hors-jeu, j'ai pas besoin de savoir comment fonctionne un hors-jeu. Autant n'expliquer les règles que quand on les fait intervenir et qu'on a besoin d'elles. Et qu'est-ce qui se passe si le dé tombe de la table? Tu comptes faire tomber le dé de la table? Non. Bah alors ferme ta gueule. Ayez les règles complètes notées quelque part, mais ne présentez à l'audience que celles qui vont être soulevées. Maintenant, on va parler d'un point très intéressant de la théorie du jeu, l'échelle aléatoire capacité. Tous les jeux peuvent se placer quelque part sur cette échelle. D'un côté, on a les jeux qui dépendent principalement du hasard, et ne demandent donc aucune capacité, et de l'autre, ceux qui ne laissent aucune place au hasard, et se basent entièrement sur les aptitudes des joueurs. Le jeu du 6 est un jeu de pur hasard. Tout ce qui va être sport se retrouvera du côté capacité. C'est intéressant parce que lorsque vous présentez un jeu en fiction, l'un des intérêts principaux, c'est l'incertitude du résultat. Ne pas savoir qui va gagner et comment ils vont gagner, c'est essentiel pour l'attention. De ce fait, les jeux qui se basent sur la capacité laissent moins de place à la surprise, ce qui peut les rendre monotones. Tu vas te faire allumer par les fans de sport. Mais au contraire, les jeux qui se basent uniquement sur l'aléatoire peuvent perdre en intérêt puisqu'ils ne laissent pas de place aux actions et aux choix des personnages. Après, niveau dosage, tout est possible. 2. T'es vraiment une merde. Attends, parce qu'un objet qui est littéralement la source du mot aléatoire m'a donné le mauvais score aléatoire quand j'ai lancé, je suis nul? Ouais. L'aléatoire permet d'ajouter de l'imprévu mais rend les personnages passifs, les capacités rendent les personnages actifs mais plus prévisibles. Pour pallier à ça, vous pouvez utiliser des règles spécifiques qui ne s'appliquent que dans des cas particuliers. Utiliser une règle peu commune est un bon moyen d'ajouter de l'imprévu tout en laissant un rôle actif au personnage dans sa façon d'y réagir. 6! J'ai gagné! Non, allez hop! Non, regarde! Le dé est cassé. Quoi? C'est une règle d'or, si le dé est cassé, le lancer n'est pas valide. La partie n'est pas terminée. 1. Merde. Un jeu s'écrit comme n'importe quelle histoire, il faut des péripéties qui assurent une montée en tension. Si les protagonistes gagnent trop facilement, l'histoire manquera d'intérêt. Mais il ne faut pas non plus qu'ils échouent au point que leur victoire devienne improbable. Pour revenir à l'exemple du foot, si l'équipe adverse mène 10-1, la remontada va être très difficile à rendre crédible. Gardez en tête que toute avance prise par l'antagoniste doit être rattrapable. Et inversement, ne donnez pas trop d'avance aux protagonistes si vous comptez renverser les scores. Là où les jeux ont un grand intérêt, c'est dans leurs règles. Une bonne façon de donner une avance injuste à un méchant tout en laissant aux gentils une chance de gagner, c'est en le faisant tricher. Un antagoniste qui triche pour gagner de l'avance, c'est un antagoniste qui peut être disqualifié au dernier moment. Ah? Attends, quoi encore? Je veux voir le ralenti. Ça te pose un problème? Non, aucun problème. Regarde la princesse Zelda en bikini.
Tu ne gagneras pas avec tes habiles stratagèmes, nous jouerons à la loyale. Et alors, rien t'assure la victoire. Statistiquement, t'as une chance sur 6 de faire le bon score. C'est relativement probable au mieux. Je crois dans l'âme des dés. C'est qui Dédé? Non! C'est relativement probable! Il y a plein de façons d'écrire un jeu et ça dépend évidemment beaucoup du jeu en question. C'est comme ça qu'on peut faire une série complète sur un même jeu sans en perdre l'intérêt. Le jeu permet de raconter une histoire à l'intérieur de l'histoire. Le déroulement d'une partie peut contenir la même structure que n'importe quel récit. C'est ce qui fait que les jeux sont fun dans la vraie vie et qu'ils peuvent l'être en fiction. Exactement. Mais comme n'importe quelle personne qui a perdu des amis suite à une soirée Uno peut vous le dire, les jeux peuvent également briser des rêves et des relations. Et souvent en fiction, c'est à cause des bad tropes. Alors voyons quelques tropes liés aux jeux qui ne passent plus, soit parce qu'ils ont été trop utilisés, soit parce qu'ils n'ont jamais vraiment fonctionné. Le premier, qui n'est pas exclusif au jeu, mais qui revient très souvent, c'est le fameux « il y a une chance sur 1 million », ou toute autre statistique foireuse qui sert à faire monter la tension. On va tempérer, vous pouvez l'utiliser. Une fois. Sur 1 million. Non, parce que comme Terry Pratchett l'a dit, les choses qui ont une chance sur 1 million d'arriver arrivent généralement une fois sur 10. Dès que la phrase est utilisée en fiction, on sait très bien que c'est une façon artificielle de créer de la tension. Parce que la chance sur 1 million va forcément arriver juste après. On le voit venir à 1000 km. Créer de la tension autrement qu'en disant « Ouh là là, c'est tendu là !» Je tolère plus si vous l'utilisez après que la chance soit arrivée. Bien joué gamin, il y avait une chance sur 1 million que tu réussisses ce tir. Ça passe parce qu'on n'essaye pas de créer de la tension avec la phrase. On souligne juste l'improbabilité de ce qui vient de se passer. C'est moins triché. Ça reste pas ouf. Un autre mauvais trope, c'est celui des règles inventées au fur et à mesure de l'histoire. Si vous inventez un jeu pour un récit, établissez les règles dès le départ. En tout cas, une fois qu'elles ont été introduites, ne les changez plus. La constance, c'est essentiel pour garantir la cohérence du récit. Si jamais les règles du jeu changent pour servir la narration, le jeu ne veut plus rien dire. Oui, vous pouvez de temps en temps avoir une règle exceptionnelle pour un moment particulièrement tendu. Si dans un match de foot, le joueur tire sur la barre transversale de son propre but et qu'en rebondissant, elle marque un but de l'autre côté, je veux bien qu'on admette que c'est un panier 3 points. Pour la beauté du geste quoi. C'est tellement improbable qu'on sait que ça ne se reproduira pas. Mais si jamais vous décidez qu'un joueur peut prendre le ballon dans ses mains si jamais il enlève son t-shirt, vous avez cassé le jeu. Le jeu est au service de la tension dramatique, oui, mais la tension dramatique dépend de la cohérence des règles du jeu. C'est une relation symbiotique. Créez un cadre dans lequel vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, mais ne sortez pas du cadre. Le trope de la fausse difficulté est également à éviter. C'est l'idée d'augmenter artificiellement la difficulté d'un jeu pour la tension dramatique au détriment de la capacité des joueurs à jouer au jeu. Par exemple, si votre jeu impose une pénalité à un joueur quand il ne respecte pas une règle, c'est très bien. Mais si on invente des règles et des pénalités en milieu de partie et que le joueur n'a aucun moyen de les prévoir, c'est artificiellement difficile et donc moins intéressant à suivre. À quoi bon suivre la partie si quoi que fasse le joueur, il peut accidentellement se saboter en trébuchant sur des obstacles invisibles? Ouais, j'avoue, mauvaise métaphore, ce serait super drôle une course d'obstacles invisibles. Mais l'idée est là, il faut que le jeu soit jouable. Il peut être difficile, mais pas injouable ou incompréhensible. Le joueur doit avoir une chance tangible de réussir. Sinon, son échec sera injuste ou sa réussite incohérente. Imaginez jouer à Super Mario avec quelqu'un qui éteint l'écran à chaque fois que vous sautez. Oui, c'est plus difficile, mais est-ce que c'est plus intéressant? La difficulté est artificielle puisqu'elle va à l'encontre des capacités du joueur. N'écrivez pas des jeux injouables. Enfin, sauf si c'est le but, surtout pour une comédie. Vous faites ce que vous voulez, hein, je suis pas votre mère. Si vous devez ne retenir qu'une chose, c'est qu'un jeu fonctionne avec des règles. Grosse coupe. Vous pouvez choisir quelle quantité de ces règles vous divulguez à l'audience, mais si vous voulez que votre jeu tienne debout, vous avez intérêt à les connaître. Écrivez une notice comme pour un jeu de plateau, croyez-moi ça aidera. Laissez toujours l'audience savoir ce qui constitue une victoire, ce qui est un bon point, et au contraire ce qui peut mener à la défaite. Pensez à préciser les enjeux, aussi futiles soient-ils. Ne noyez pas l'audience sous un grand nombre de règles trop complexes. Donnez-leur ce dont ils ont besoin à un moment donné, et vous pourrez en révéler plus au fur et à mesure. Gardez juste en tête le besoin de conserver la cohérence du jeu, et il se mettra au service de votre récit. Complexe, simple, basé sur l'aléatoire ou les capacités des personnages, faites des jeux qui racontent leur propre histoire. Donnez-leur des actes, des retournements de situation, des points d'orgue, des résolutions. Inventer une histoire, au final, c'est aussi un jeu dont vous décidez des règles. Et n'oubliez pas que s'il n'y a qu'une chance sur 1 million que vous écriviez une histoire inoubliable, les lois de la narration sont de votre côté. Ouais, par contre, Ruport, la prochaine fois, tu me feras le plaisir de participer un peu plus à la discussion. J'ai enregistré cette vidéo en étant super malade. Du coup, si j'ai la gorge enrouée, la bouche sèche ou les crottes de nez qui dépassent, tant pis. Une vidéo par semaine qui disait... Facile.